Juliette. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live des Éditions du Commun pour présenter du coup, un livre qui est paru chez nous cette année. Là, aujourd'hui, on va vous présenter un livre qui est paru en janvier de cette année, donc 2021. Joie militante, construire des luttes en prise avec leur monde. Alors, c'est une traduction de l'ouvrage Joyful Militancy de Carla Bergman et Nick Montgomery, paru en 2017 chez AK Press aux États-Unis. Et du coup, on est là en présence de toi, Juliette Rousseau. Tu es traductrice de cet ouvrage. Alors, tu n'es pas uniquement traductrice, tu as aussi écrit la préface, tu es également autrice. Tu as écrit Lutter ensemble, paru aux éditions Cambourakis en 2018 dans la collection Sorcière. Et tu es également journaliste et on ne se cache pas, tu fais aussi partie du comité éditorial des Éditions du Commun, donc on le connaît très bien, et tu es aussi l'animatrice du podcast Les Mécaniques du Livre des Éditions du Commun, toujours. Voilà. Donc même si nous on te connaît très bien, peut-être que tu peux commencer par te présenter un petit peu. Que dire de plus que ce que tu m'as déjà dit? Oui, donc je suis autrice journaliste. Je travaille aussi en tant qu'éditrice avec vous aux Éditions du Commun depuis peu. J'ai fait de la traduction sur ce livre et puis plus généralement, je milite et je travaille autour d'enjeux politiques depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années. J'ai beaucoup milité dans des espaces altermondialistes, j'ai beaucoup milité autour de questions liées à l'écologie, au féminisme et d'autres encore. Et disons qu'à travers ce parcours militant, je me suis vraiment intéressée à la production de textes autour des pratiques de lutte, puisque évidemment, c'est des questions qui me traversent depuis longtemps. Et donc moi, j'ai vraiment essayé de creuser ce domaine d'apport théorique et ou pratique autour de comment est-ce qu'on peut s'organiser d'une façon qui soit efficace, qui soit durable, qui permette de renforcer nos luttes, de les massifier, de les rendre plus puissantes. Voilà, le tout évidemment dans la perspective de changer de système. Et du coup, c'est dans ce cadre-là, je crois, que tu as découvert le livre Joyful Militancy, c'est ça? Exactement. En travaillant sur ces questions. Ouais, exactement. En fait, quand j'écrivais Lutter ensemble, donc je cherchais des sources. Donc Lutter ensemble, c'est un livre qui s'intéresse aux pratiques de lutte agissantes sur la question des rapports de domination. Et donc, à travers cette recherche que j'ai faite, qui était une recherche où à la fois j'ai rencontré un ensemble de groupes militants, mais aussi évidemment j'ai lu beaucoup de textes. Donc c'est à travers cette recherche que je suis tombée sur Joyful Militancy, du coup le texte original en anglais, publié chez AK Press aux États-Unis, qui a été publié en 2015. Donc moi, c'était vraiment le moment, enfin il a été publié quand je commençais ma recherche. Et j'ai eu un énorme coup de foudre pour ce texte qui a été une bouffée d'air frais et qui m'a vraiment donné, enfin je pense m'a vraiment outillé, m'a donné un cadre un petit peu pour pouvoir avancer dans cette recherche que je faisais moi de mon côté. Et puis je trouvais que cette façon d'aborder les luttes était trop peu présente, voire inexistante en fait dans, on va dire, la production théorique française ou ce qu'on pouvait écrire des luttes en France. Et donc, j'ai vraiment eu envie, une fois que j'ai eu terminé mon manuscrit de Lutter ensemble, de faire en sorte que le texte soit disponible en français. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, nous, puisque c'est à ce moment-là que je vous ai proposé de publier le texte, de traduire. Et donc, on publie ensemble le texte de Joie militante. Voilà. C'est une rencontre rigolote en plus parce qu'on s'est retrouvés dans un salon du livre à Arras à manger à côté l'un de l'autre et c'est comme ça que tu m'as parlé de Joyful Militancy et c'est vrai que ça nous a pas mal plu donc on s'est dit que ça pouvait être chouette de se lancer dans la traduction de ce livre et en effet c'est un livre qui est très important. Non, mais si on raconte toute l'histoire, on peut même dire qu'on a bu des coups ensemble et que c'est passé un certain nombre de coups que moi j'ai dit hey, mais en fait, il y a un super projet de traduction. Histoire d'être complètement transparent sur la façon dont moi, j'étais sur le storytelling où on en restait, on a mangé à côté et ça faisait vraiment très classe. Mais oui, c'est vrai qu'on a vu quelques fois. Et du coup, qu'est-ce qui fait pour toi, à ton avis, l'originalité de ce livre, en tout cas dans son approche sur les questionnements autour des luttes? C'est quoi l'originalité par rapport à ce qui a pu être produit en France?
Moi, je dirais que c'est un livre. Il y a plusieurs choses, mais je dirais que dans un premier temps, c'est notamment le fait que ça ne. C'est une approche qui ne se situe pas en extériorité par rapport aux luttes. C'est vraiment écrit depuis des positions militantes et à l'adresse de personnes qui sont en lutte. Donc déjà, il y a cette dimension-là, avec, je pense, une démarche particulière, qui est quand même une démarche, moi, je dirais, assez humble, assez complexe, qui assume une forme de complexité et qui assume aussi de poser des questions. C'est pas, on ne cherche pas à élaborer une théorie qui va répondre de façon absolue à un certain nombre de questions. On cherche plutôt à tirer des fils et à souligner des questionnements, à venir les complexifier, à venir les nourrir. Donc, je trouve que pour moi, c'est une approche vraiment intéressante dans la mesure où je la trouve très constructive, évidemment, mais par ailleurs, je trouve qu'elle offre un ensemble d'outils, tout en articulant ensemble un ensemble de témoignages aussi, puisque en fait, Joie militante, c'est un livre qui se construit aussi dans un échange, dans différents échanges avec des militants et des militantes issus de différentes luttes. Et donc, on a vraiment une pensée qui est une pensée, je trouve, complexe, qui est une pensée humble, au sens où il y a quand même un espèce de rappel continu qu'on n'est pas en train d'offrir des réponses toutes faites, mais qu'on est plutôt en train d'essayer d'esquisser des voies. Et surtout, et là je le dis depuis ma position de féministe, ce que je trouve très intéressant dans ce texte, c'est qu'il place au centre la question des attachements et des affects, et une tentative d'évaluer les luttes à partir de ce qu'elles nous font, en partant du postulat selon lequel, si les luttes ne nous émancipent pas, si elles ne nous permettent pas de gagner en autonomie, de gagner en intensité, de quelque part de vivre plus joyeusement nos vies, c'est qu'il y a un problème avec ces luttes. Et ça, ce postulat-là, moi, je le trouve extrêmement puissant et finalement assez peu présent dans la majeure partie des textes politiques que je lis. Et tu as eu raison aussi là, de revenir en précision sur ce que c'était ce livre, parce que s'il y a des personnes qui regardent le live et qui n'ont pas encore lu le livre, par exemple, c'est vrai que c'est bien de préciser aussi qu'il s'agit d'entretiens, en tout cas, les autoristes Carla Bergman et Nick Montgomery partent d'une série d'entretiens qu'ils ont menés, qui elles ont mené auprès de différents militants, militantes féministes, sur des luttes de libération noire, de résurgence autochtone, d'écologie radicale, de milieu anticarcéral, etc. Donc vraiment des luttes diverses. Et c'est à partir, en gros, de ces témoignages-là qu'ils ont pu écrire ce livre, quoi. Voilà, tu peux peut-être rentrer en précision sur l'ensemble des mouvements qui sont cités ou en tout cas développés dans ce livre, parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est un autre contexte que le nôtre en fait. Enfin, c'est un autre contexte et en même temps, il y a énormément de points communs et ça rejoint aussi le contexte français à plein d'égards. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis dans ta préface, c'est que ce sont deux contextes différents mais qui se rejoignent. Oui, je pense que quand même une des spécificités presque structurante dans le contexte, du contexte dans lequel écrivent Carla et Nick, c'est quand même le contexte d'un espace, d'un système politique de colonialisme, de peuplement, qui est le Canada. Et donc, déjà ça, de base, ça revient en continu, notamment parce qu'il y a une grande place qui est laissée dans le texte aux pensées et aux pratiques de la résurgence, de ce qu'on appelle la résurgence autochtone au Canada, avec y compris beaucoup d'extraits, d'entretiens qui ont été faits avec divers et diverses militants, militantes autochtones du Canada. Et donc, il y a déjà ce contexte-là qui, je pense, d'emblée, et moi, c'était vraiment ça qui m'intéressait, d'emblée accepte, reconnaît le fait qu'on vit dans une société traversée par des rapports de domination systémique et que l'émancipation ou les émancipations ne peuvent se penser qu'à partir de cette reconnaissance-là. Donc ça, c'est vraiment pour moi aussi un des aspects fondamentaux du texte. Et donc il y a ces allées, disons que ces allées, ces va-et-vient entre les différents entretiens qui ont été faits avec donc des militants, comme tu l'as dit, issus
du féminisme, de la lutte anticarcérale, donc de la résurgence autochtone, de lutte de libération noire, etc., etc., et une tentative de les mettre en dialogue sans chercher à effacer les potentiels désaccords, divergences, etc., mais plutôt pour venir chercher qu'est-ce qui fait écho, qu'est-ce qui fait désaccord sur un certain nombre de questions. Et du coup, là, le travail qui est fait, ce que tu as commencé à esquisser un petit peu, c'est sur cette complexité justement que Carla et Nick apportent dans le livre pour comment dire, enfin, je m'exprime pas très bien. La complexité que tu évoquais tout à l'heure, en tout cas, elle se retrouve travaillée ici à travers tous ces différents entretiens avec un angle particulier qui est celui de la joie. Mais la joie dans un sens un peu différent de celui qu'on peut entendre traditionnellement, et c'est ça la complexité en fait que tu évoquais, c'est que c'est pas la joie comme quelque chose de uniquement positif, c'est aussi pris dans une acception beaucoup plus large comment dire à la fois de problématiques, les attachements, les affects, mais aussi voilà, des moments plus difficiles, etc. Et c'est un concept qui est particulier, mais que je trouve intéressant, la manière dont il est évoqué dans le livre. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, oui, bien sûr. Effectivement, quand on dit joie, on peut entendre un espèce d'équivalent du bonheur, et c'est pas du tout la définition qu'elle et lui en donne. Donc, il et elle s'inspirent en fait très largement du travail de Spinoza, du philosophe, pour définir ce concept de joie, et reprennent en fait le concept de joie de Spinoza pour le mettre en lien avec une définition du militantisme et essayer de penser les deux ensemble. Du coup, la joie, selon Spinoza, c'est pas du tout un espèce d'état béat de bonheur comme on peut l'imaginer très spécifiquement en fait dans le système capitaliste dans lequel on vit, puisqu'en fait le bonheur c'est vraiment quelque chose c'est un état qu'on est censé dans cette société, qu'on est censé vivre le plus possible, et qui nous est offert à travers un ensemble de dispositifs qui nous garantissent une forme de bonheur qui est en fait une forme de confort plus qu'une forme de joie. C'est-à-dire, le bonheur, c'est la possibilité de ne pas ressentir grand-chose, de ne pas ressentir d'émotions négatives, etc. La joie, à l'inverse, c'est pas du tout ça. La joie, ça peut passer, y compris par des émotions négatives, ça peut passer par du deuil, par de la colère, etc. La joie, c'est plutôt, disons, le fait d'être en prise avec la situation dans laquelle on est, d'être inséré dans un ensemble d'attachements. Donc, c'est vraiment un rapport éthique au monde. C'est un rapport dans lequel on vit, on existe, et on avance en lien avec un ensemble de vivants, je dirais. En lien, donc ça peut être en lien avec des personnes, ça peut être en lien avec un environnement, avec une biodiversité, etc. Et la joie, c'est la capacité finalement, c'est l'accroissement des capacités. C'est-à-dire, la joie, c'est le processus de transformation même. La joie, c'est un processus en fait. Donc, qui dit processus dit qu'à certains moments, ça pourra être effectivement un profond sentiment de bonheur, mais à d'autres moments, ça pourra être aussi un profond sentiment de deuil. La joie, c'est notre capacité à agir sur le monde et à se laisser transformer par lui. Du coup, c'est vraiment une pensée de l'interconnexion. Et donc, dans la perspective de Carla Bergman et de Nick Montgomery, la joie, finalement, elle est centrale dans la question de la lutte, puisque les luttes ont vocation à transformer le monde. Et donc, la joie, c'est ce qui nous met en mouvement dans les luttes, c'est vraiment ce par quoi nous agissons sur le monde et nous le laissons agir sur nous. Donc, c'est vraiment une pensée de la transformation, du processus, qui finalement s'applique très bien aux luttes. Voilà. Et ça, c'est comment dire, c'est assez novateur, en tout cas de leur part, de venir utiliser ce terme-là comme un fondement un peu de leur vision des luttes, où c'est quelque chose qui avait déjà été un peu utilisé. Et là, je fais deux questions en une, mais une chose qui m'a en tout cas marqué à la lecture du livre, ça a été aussi la réception de ce terme vis-à-vis de certains groupes en lutte, justement. Toutes les personnes ne le recevaient pas de la même manière. Et parce que le terme, justement, aussi apporte une autre connotation, probablement. Mais je ne sais pas si tu as des éléments de réponse par rapport à ça.
Ouais, alors pour commencer par répondre à la deuxième question, ouais, effectivement, Carla Hennig explique que le terme n'a pas forcément été bien reçu, notamment sur cette question émotionnelle, en fait, dans le sens où quand on lutte à partir d'une position d'oppression dans la société, on lutte souvent avec une charge émotionnelle et enfin, faire face ou vivre dans une société qui nous opprime, ça implique souvent de faire face à un certain nombre d'émotions négatives et qui ont pu et peuvent être souvent dans les espaces militants assez mal reçues, voire finalement rejetées, stigmatisées, etc. On peut penser à la colère, on peut penser au deuil, on peut penser aux enjeux de santé mentale, etc. Et donc parler de joie militante, ça peut être perçu comme une forme d'injonction à mettre de côté l'ensemble de ces émotions-là, ou en tout cas à exister politiquement, à tracer sa voie dans une lutte politique d'une façon qui serait, encore une fois, selon une idée un peu générale de la joie. Donc effectivement, il y a eu ce retour-là, y compris en fait au début de leur processus de réflexion. Il et elle avaient choisi de parler de joie militante d'un côté, et puis de l'autre côté de militantisme triste, parce qu'il y avait quand même cette envie de définir ce qu'ils et elles ont fini par appeler le radicalisme rigide. Et la raison pour laquelle ils ne sont pas restés sur le militantisme triste et ont plutôt choisi d'aller vers le radicalisme rigide, c'est notamment que ce retour leur a été fait beaucoup. C'est pas de la tristesse en soi n'est pas un problème, y compris la tristesse, c'est quelque chose qui nous traverse fortement dans le monde dans lequel on vit. Donc, si on commence à stigmatiser, en fait, finalement, la tristesse, c'est même une réaction normale, c'est même une réaction saine à ce qui nous est fait aujourd'hui. Donc, si on stigmatise la tristesse comme quelque chose de problématique, potentiellement, on peut avoir un problème. Et donc, c'est la raison pour laquelle il et elle ont choisi de parler de radicalisme rigide. Et pour rebondir sur ta première question, non, c'est pas du tout les premiers à utiliser, notamment à s'inspirer en fait de la philosophie de Spinoza pour approcher le militantisme, on va dire. Je pense que moi, ce qui m'intéressait dans leur démarche, c'est justement cette capacité. Je pense à la différence de certains textes politiques qui ont pu être écrits ces 10-15 dernières années en France et qui sont très influencés par cette approche. Ce qui m'intéressait dans Joie militante, c'est que Joie militante aborde la question des oppressions structurelles. Or, c'est une question qui, jusqu'à finalement assez récemment, en France, était très largement minoritaire, minorisée et souvent peu valorisée en fait dans les espaces militants, voire complètement rejetée. Donc c'est ça moi qui m'intéressait, c'était finalement cette envie de s'intéresser à la puissance politique, parce que pour moi c'est ça c'est comme ça dont il s'agit derrière, c'est qu'est-ce qui nous permet de faire puissance collectivement et donc de générer une forme de puissance politique qui elle-même va générer de la transformation, mais sans faire l'impasse sur la question des rapports de domination structurelle. Et donc sans faire l'impasse de poser la question, et qui est au cœur par ailleurs de leur travail, de la question des rapports de pouvoir, de la question des rapports de domination. Ok, merci. Ben oui, du coup, tu disais en répondant à ma deuxième question tout à l'heure qu'il y avait des émotions qui étaient très importantes, comme justement la tristesse, et du coup, tu avais évoqué aussi la colère, et la colère aussi, et surtout justement dans les luttes, il y a des moments où en fait la colère doit s'exprimer, en fait, elle est vive, et c'est difficile de ne pas être en colère, justement, et donc c'était ça que certains groupes, comme tu le dis, avaient du mal à avoir dans ce concept. Et tu avais quand on parlait tout à l'heure pour préparer l'émission, tu disais que tu avais un extrait éventuellement aussi à lire sur la joie. Est-ce que ça te tente d'en lire un petit passage? Bien sûr, bien sûr. C'est un extrait qui s'intitule Militant, militante de la joie. Alors, c'est très court, je préviens. Nous voulons mettre la joie en lien avec le militantisme pour de nombreuses raisons. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont la capacité à refuser et la volonté de se battre peuvent ouvrir le champ des possibles, créer du lien et permettre de nouveaux potentiels de lutte collective et de mouvement, d'une façon qui ne soit pas nécessairement associée au contrôle, au devoir ou à l'avant-gardisme. Nous voulons une conception expansive du militantisme, qui défend le potentiel de la transformation aux dépens du confort, de la sécurité ou de la prédictibilité. Une définition commune du militantisme est d'être vigoureusement actif ou active, combatif, combative et agressif ou agressive, particulièrement en soutien à une cause.
Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le fait de mettre la joie au contact du militantisme aide à mêler luttes déterminées et affects intenses. Les rébellions et les mouvements ne se résument pas seulement à une résistance déterminée. Ce dont il s'agit aussi, c'est d'ouvrir la porte à de nouvelles capacités collectives. Avec le militantisme joyeux, nous voulons rendre palpable ce que veut dire raviver la lutte et le soin, la combativité et la tendresse, main dans la main. Et donc là, pour moi, il y a vraiment ce que je trouve intéressant dans ce texte, et qui par ailleurs, c'est intéressant parce que pour moi, cette approche, en fait, elle est quand même hyper féministe. Et Carla et Nick ne la décrivent pas particulièrement comme féministe. C'est moi qui l'analyse comme ça, parce qu'il y a vraiment cet enjeu du soin qui est central dans l'ensemble de l'approche. Si nos luttes ne nous soignent pas, encore une fois, si nos luttes ne nous soignent pas, ne nous émancipent pas, ne nous autonomisent pas, et ça ne veut pas dire seulement individuellement, c'est aussi collectivement. Derrière, c'est ce qu'il y a derrière cette idée d'accroître les capacités collectives. Si on ne regarde pas, si elles ne le font pas, c'est un problème, et encore plus, et je pense que c'est un problème qu'on a quand même assez fortement aujourd'hui dans notre camp politique au sens large en France, c'est qu'on ne regarde pas cette question-là, de quelles sont les conséquences affectives de nos luttes, qu'est-ce qu'elles produisent chez nous. Et c'est un vrai problème parce que de la question des conséquences affectives, de la question de ce qu'elles produisent chez nous, est évidemment immédiatement liée à la question de notre capacité, encore une fois, tout simplement à recruter, à massifier, à rendre nos luttes et nos formes de vie plus désirables. Et par exemple, du coup, qu'est-ce que tu entends par soin? Parce que le mot, il revient en fait. Il revient à plusieurs reprises dans le livre. Je sais que c'est un mot que tu apprécies aussi, que tu utilises. Et donc, qu'est-ce qu'il recouvre en fait comme signification derrière ce terme-là? Je pense que le soin, ça recouvre énormément de choses. Le soin, c'est d'abord tout ce qui renvoie au travail de reproduction, pour moi, c'est-à-dire tout ce qui fait tenir les luttes, mais qui est rarement vu comme du travail politique. Ça va aller de ce qui permet de produire, reproduire les espaces de lutte, faire à bouffer, tout ce qui est le travail relationnel, faire en sorte que ça se passe bien entre les gens, gérer les conflits, faciliter les réunions, etc., etc. Le soin, je pense que c'est aussi, et pour moi, ça c'est vraiment vraiment fondamental. Le soin, c'est aussi l'énergie qu'on va mettre à accueillir et accompagner ce avec quoi nous viennent et ce avec quoi nous venons, enfin, ce avec quoi nous viennent les gens et ce avec quoi nous venons au militantisme et à la lutte. C'est-à-dire, encore une fois, si on reconnaît l'existence de rapports de domination et de tout ce qui génère de trauma, etc., le soin, ça veut dire, on va pas dire aux gens, OK, tu viens lutter avec moi, mais par contre, s'il te plaît, ton PTSD, enfin ton syndrome de stress post-traumatique, tu le laisses derrière toi, ou ta colère liée au patriarcat, au racisme, je sais pas, tu la laisses derrière toi. Non, le soin, ça veut dire, on va acter que prendre tout ça en considération, essayer d'agir dessus, c'est politique. Et c'est important. Et donc, c'est aussi toute la question du processus. C'est quel processus on construit et qu'est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on se renforce à travers ce processus. Et c'est pas seulement, évidemment, la question de la finalité. Ouais, quand tu évoquais le fait de la manière dont on accueille aussi les personnes qui justement arrivent, il faut les accueillir un peu telles qu'elles arrivent, enfin, avec les affects qu'elles ont, comment dire, leur chemin, la vie qu'elles ont pu vivre, etc. Ça fait vraiment penser à ce passage justement dans le livre où il y a toute une partie sur, comment dire, qui évoque justement les difficultés parfois pour certaines personnes en arrivant dans certains milieux de lutte sans avoir le bagage en fait culturel entre guillemets de cette lutte-là, notamment utiliser, je sais pas moi, l'écriture inclusive ou utiliser certains modes de langage, alors que peut-être qu'on vient d'un milieu qui est directement concerné par la lutte, mais on est dans une forme de précarité ou de difficulté et on n'a pas ces nouveaux codes et en fait du coup on ne sait pas les utiliser et donc en fait on est d'une certaine manière mis à l'écart de la lutte qui peut nous concerner au premier chef quoi. Et ça, ce passage-là est assez édifiant parce que il y a voilà, il y a comment dire, des exemples qui sont donnés, il y a des entretiens à ce sujet et c'est quelque chose d'assez fort. Et je suppose que toi, tu as pu aussi vivre, voir en tout cas, soit en faisant tes recherches pour lutter ensemble et puis même en allant plus loin ou dans tes propres luttes. Ouais, bien sûr. Je pense que oui, évidemment, il y a la question de la sémantique, la question des pratiques, le fait que l'ensemble de nos milieux sont régis par des codes qui
qui pour pouvoir en fait fonctionner en tant que mécanismes élitistes ne sont jamais nommés, ne sont jamais explicités, etc. En soi, c'est pas le fait d'utiliser un langage inclusif, bien au contraire, qui est problématique. Il faut utiliser un langage inclusif, comme il faut de toute façon mettre le langage au travail, puisque c'est le produit des pensées de la domination. Mais par contre, le problème, c'est de considérer que si tu n'utilises pas ce langage, tu incarnes l'oppression, tu incarnes l'ennemi, etc. Bon, voilà, après, on prend cet exemple, on pourrait en prendre plein d'autres. La difficulté, c'est que nos milieux se construisent et produisent un ensemble de normes qui souvent ne sont pas nommées, ne sont même pas forcément objectivées, et que le plus souvent, ces normes, elles servent effectivement à exclure. Voire effectivement quand on considère que le non-respect d'une forme de langage ou d'autres normes équivaut à, à incarner un système d'oppression, ce qui est quand même très très courant, je pense, dans nos espaces. Là, on arrive effectivement à des choses très problématiques. Et donc on en vient un peu à ce deuxième grand, deuxième grand concept que tu as évoqué tout à l'heure, mais c'est le concept de radicalisme rigide que Carla et Nick ont décidé ont préféré utiliser à la place de militantisme triste, c'est ça, hein. Et donc ce radicalisme rigide, c'est un concept, c'est pareil, c'est large aussi. Et moi, en tout cas, ce qui m'a pas mal frappé dans la définition qu'ils font du radicalisme rigide, c'est faut pas le prendre comme ce grand méchant. En gros, il y a cette lutte qui incarne le radicalisme rigide et telle ou telle personne qui l'incarne, mais c'est bien plutôt une sorte d'entité que chaque personne peut même développer en fait. Et donc c'est comment on lutte contre le radicalisme rigide, même parfois dans ses propres pratiques. Et c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant. C'est-à-dire que c'est pas, on vient pas montrer du doigt une lutte ou telle ou telle personne, quoi. Oui. Et par ailleurs, je pense que c'est vraiment un des risques de ce livre, c'est de finalement venir en voulant, ils le disent, hein, ils le disent eux-mêmes, mais en voulant faire la critique du radicalisme rigide, de potentiellement venir l'alimenter. C'est-à-dire de venir donner des arguments à des gens qui diraient, oui, mais alors du coup, hyper bien, c'est vraiment ces gens là-bas qui sont des radicaux rigides, et voilà. Ça, je pense que c'est un problème. Enfin, c'est un problème, c'est une difficulté parce qu'effectivement, le radicalisme rigide, ça traverse tous les milieux radicaux, et ça peut prendre différentes formes. Bon, après, Carla et Nick cherchent à donner un peu en tout cas, à essayer de remonter les pistes de qu'est-ce qui produit le radicalisme rigide. Donc, par radicalisme rigide, c'est vraiment cette idée que on a une idée précise de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut penser, et que cette idée précise de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut penser va nous permettre d'évaluer toute nouvelle initiative, toute nouvelle personne, toute nouvelle dynamique collective au regard de cette grille de lecture, et le plus souvent, en fait, nous mener à la disqualifier. Donc, c'est vraiment cette incapacité finalement à autoriser la possibilité d'être surprise, et c'est aussi cette incapacité à habiter l'incertitude. Et bon, par ailleurs, c'est clairement, disons que c'est une dynamique qui s'aggrave, qui se renforce à mesure que nous nous affaiblissons en tant que mouvements sociaux, en tant que lutte politique, puisque le moins on va réussir à avoir une quelconque forme d'impact sur les dynamiques systémiques qui nous oppriment, sur les dynamiques systémiques contre lesquelles on se bat, le plus on va chercher à agir là où on peut agir, ou à élaborer un discours là où on a l'impression qu'il peut avoir un impact, et finalement ça va se retrouver sur, on va dire, d'autres parties de notre camp politique. Et ça, on le voit très très bien aujourd'hui, comment à plein d'endroits, on arrive en tout cas beaucoup plus facilement à faire la critique des uns et des autres qu'à construire et à élaborer collectivement. Et c'est dramatique, évidemment, mais c'est quand même bien le cas. Et donc, Nick et Carla cherchent un petit peu à remonter aux origines du radicalisme rigide. Et parmi les origines, il y en a plusieurs. Alors, c'est intéressant parce que je pense que ça fait aussi beaucoup écho au contexte français. Il y a évidemment
l'héritage d'une culture morale, d'une culture chrétienne fortement marquée par le moralisme et cette idée que il faudrait tout le temps débusquer un petit peu le bien du mal et les choses recommandables, des choses qui ne le seraient pas. Et il y a vraiment cette idée de pureté derrière, c'est-à-dire on va toujours chercher à dire oui mais ça va pas, oui mais ça c'est dangereux, oui mais etc. Donc encore une fois, hein, cette espèce de scanner où en tout cas on reçoit, on observe une nouvelle dynamique et on l'a vu très bien avec les mouvements sociaux de ces dernières années, par exemple à l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu un ensemble de textes qui ont été écrits venant de l'extrême gauche, on va dire, qui avant même d'avoir été à une manifestation, avant même, alors que le mouvement ne faisait qu'émerger, qui tout de suite en faisait l'analyse pour dire c'est problématique. Ça ne voulait pas dire que les gens avaient tort par ailleurs, hein. Il y a des critiques qui ont été faites qui se sont révélées juste derrière. Mais ça ne venait pas dire la totalité de ce que pouvait être le mouvement des Gilets jaunes. Et de deux, c'était quand même vraiment problématique que la première réponse d'une grande partie de notre camp politique, c'était de dire non, c'est de la merde, on le rejette. Et pour le coup, de ne pas investir ce mouvement. Parce qu'il y a toujours cette question aussi du coup, dans quels espaces on va et quelle énergie on met plutôt que de dire ces choses sont défectueuses et du coup, on n'aurait qu'à un peu les mettre de côté, les marginaliser. On pourrait aussi se dire ces choses sont défectueuses, on n'a qu'à y aller et essayer de changer ce qui nous paraît défectueux là-dedans, en s'y investissant, en l'habitant réellement. Donc, il y a un peu cette dimension morale. Il y a aussi une dimension surplombante de l'idéologie qui est très liée aux héritages marxistes, maoïstes. Donc, cette idée un petit peu que l'idéologie vient en premier. Et puis, de l'idéologie découlerait tout le reste, ce qui est évidemment une idée problématique. Y compris, il y a toute une partie dans laquelle Carla et Nick font une analyse de l'idéologie dans l'anarchie et des problèmes qui découlent de cette posture idéologique. Et puis la dernière critique qu'elle et lui font, en tout cas la dernière piste ou fil qu'elle et lui tirent pour expliquer d'où viendrait le radicalisme rigide, c'est une piste qui est par ailleurs très chère à Carla parce qu'elle est très investie dans des luttes contre la domination par l'âge, c'est la question de l'école et du système scolaire et d'un système par lequel on est, typiquement en France, on est tous et toutes passés, sauf de très rares exceptions, et donc d'un système qui nous apprend dès le plus jeune âge à être dans l'évaluation permanente des autres et de soi-même. Et donc, on reproduit ce système d'évaluation en cherchant toujours à poser des grilles, à avoir des critères d'évaluation. Et donc, encore une fois, nous appréhender nous-mêmes et puis appréhender le monde à travers cette forme d'évaluation qui va nous donner derrière une valeur au monde. Et ça, c'est vraiment le problème. C'est encore une fois, ça va à l'encontre d'une pensée de la transformation qui pourrait, disons qu'une pensée de la transformation, elle peut reconnaître que on peut essayer des choses, se tromper, on peut s'égarer à certains moments. Ça ne viendra pas définir notre valeur profonde. Et pour autant, dans les milieux politiques, on a plutôt tendance à faire complètement l'inverse. C'est-à-dire, on a vraiment du mal à reconnaître que nous sommes tous et toutes le fruit d'une évolution permanente, le fruit d'enseignements qui nous ont été transmis, d'histoires qu'il y a 5 ans, 10 ans, on ne pensait pas du tout et probablement on n'avait pas les mêmes façons de faire qu'on a aujourd'hui. Et donc, notre chemin politique est un chemin. Et donc, étant un chemin, il vient pas dire qu'on est mieux ou moins bien. Voilà, il vient dire qu'on est en apprentissage permanent, en évolution permanente, et que cet apprentissage se fait par l'intermédiaire de celles et ceux avec qui on s'organise, de celles et ceux avec qui on partage les endroits qu'on habite, nos territoires, nos organisations, nos collectifs, etc. Donc c'est vraiment, disons, c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de l'appeler radicalisme rigide, parce qu'il y a vraiment cette idée de rigidité qui est fondamentale derrière, qui est très importante, qui est vraiment cette idée que la politisation à l'extrême gauche, la politisation dans les espaces dits radicaux est une politisation qui est une posture de la rigidité au monde. Et vraiment, moi, je reconnais que je suis tout à fait traversée par ça et que je pense que les gens avec qui je lutte sont aussi très souvent tout à fait traversés par cette rigidité. Et qu'il y a une peur dans un monde où tout part en cacahuète et où on a de plus en plus le sentiment qu'on n'arrive pas à avoir prise sur ce qui se passe. La rigidité, c'est une façon de s'accrocher à ce qu'on a, de se tenir fort à ce qu'on a appris, ce en quoi on est convaincu, etc.
Et pour autant, eh ben, à plein d'endroits, ça vient nous empêcher quelque part d'habiter réellement ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un autre truc, je finirai là-dessus. Il est vraiment sur lequel Nick et Carla reviennent beaucoup dans le texte, qui est de dire tout est toujours en évolution et des tentatives, en tout cas il y a des insurrections, des luttes, il y a toujours des espaces d'opposition qui sont en émergence, qui sont en train d'apparaître. Donc, quelque part, c'est une pensée, je dirais ni optimiste ni pessimiste, mais c'est vraiment une pensée très ouverte qui consiste à dire il y a toujours des possibilités, il y a toujours des oppositions, encore une fois, des insurrections, des brèches dans ce système qui sont en train d'apparaître. C'est intéressant, mais du coup ce que ça me fait, moi, ce que ça me fait penser un peu, c'est on peut avoir l'impression que si on défait le radicalisme rigide d'une certaine manière, puisque c'est le titre du dernier chapitre du livre, défaire le radicalisme rigide, on pourrait avoir peur. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une critique qui a été faite ou pas. Ça m'intéresse d'avoir ton retour là-dessus. On n'en a pas parlé. Mais est-ce que, voilà, est-ce que ça peut faire peur parfois de se dire, si on le défait justement ce radicalisme rigide, c'est un peu laisser trop de place justement à l'empire tel qu'il est nommé dans le livre, mais pour lui se faire des brèches, au contraire, dans nos luttes. Je ne sais pas si je suis très clair dans ma question, mais ça peut être l'inverse en fait qui se passe. Est-ce que, alors déjà, comment ils y répondent? Parce qu'ils donnent quand même des éléments de réponse aussi. Et puis, est-ce que il y a eu des critiques de ce type qui ont été formulées, soit depuis la traduction en français du livre, nous on n'en a pas reçu particulièrement, mais toi peut-être de ton côté que tu as pu avoir des critiques de ce type-là? Non, j'ai pas reçu de critiques de ce type-là. Je pense que effectivement, il y a quelque chose d'assez périlleux. Moi, je dirais, comme je le comprends, que la façon de lutter contre le radicalisme rigide, c'est vraiment une espèce le développement d'une espèce de posture éthique au monde qui consiste à accroître nos attachements. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément abordé jusque-là, mais qui me paraît vraiment important pour comprendre le propos du livre. C'est vraiment cette idée, et qui, moi, me touche beaucoup par ailleurs, mais c'est vraiment cette idée que la façon dont fonctionne le système qu'elle et lui nomment l'Empire, disons le système imbriqué de domination dans lequel on vit aujourd'hui, c'est, disons que c'est une façon qui nous coupe, qui nous dépossède de notre besoin de dépendre les uns des autres, du coup qui nous coupe de nos attachements et y compris ce que je disais au début, qui nous coupe de nos émotions. On peut le voir à bien d'égards, pour le dire très concrètement, c'est la façon dont nos vies sont prises en charge, toujours plus loin. Et nos interactions sociales sont prises en charge très fortement aujourd'hui très très largement par les réseaux sociaux, la façon dont le soin est pris en charge, le soin, j'entends par là la santé, par exemple, moi un truc qui m'a beaucoup dont j'ai pris conscience ces dernières années, c'est que, par exemple, l'accouchement, le fait de mettre au monde un enfant, qui est un événement fondateur dans des communautés, qui est vraiment quelque chose qui vient créer du lien très fortement, c'est pris en charge, la mort est prise en charge. Disons que les choses qui pourraient nous traverser très fortement sont toujours prises en charge. La mort, c'est un très bon exemple. Si je perds un de mes proches, la société va venir m'offrir un ensemble de dispositifs qui vont me permettre, ou qui vont me donner l'illusion que traverser le deuil, ça va être avoir le moins à faire avec la mort de la personne que j'ai perdue, ne pas avoir à m'occuper de son corps, ne pas avoir à gérer tout le processus qui vient derrière, etc. Donc, on est vraiment dans cette idée que, encore une fois, on en revient à cette idée du bonheur comme un espèce de sentiment béat. C'est vraiment un dispositif qui nous amène toujours plus loin dans un état au monde un peu comme dans une bulle, quoi. Donc, la raison pour laquelle j'explique ça, c'est que je pense qu'un des éléments centraux pour comprendre le propos de Carla et de Nick, c'est la question des attachements et l'idée que accroître, renforcer, multiplier nos attachements, c'est-à-dire s'ouvrir finalement à ce qui fait et venir nourrir les relations qu'on entretient avec le monde dans lequel on vit, parce que elle parle de monde au sens de monde au pluriel,
accroître ses attachements, c'est finalement s'exposer beaucoup plus au risque de perte, au deuil, à la possibilité du deuil, voire au deuil déjà là, parce que par exemple, s'attacher au vivant quand on habite un territoire, c'est au vivant au sens large, c'est habiter constamment le sentiment de deuil et de perte, puisque le vivant disparaît déjà aujourd'hui. Donc c'est tout ça, c'est comment est-ce qu'on reconstruit dans nos vies la possibilité de les habiter pleinement à travers leurs attachements. Et les attachements, c'est vraiment ce qui va nous mettre en mouvement. Parce qu'à un moment donné, quand on est vraiment attaché, aux espaces dans lesquels on habite, à celles et ceux avec lesquels on les partage. Ça peut être, encore une fois, à nos voisins, mais ça peut être aussi d'autres espèces, etc. On va, le jour où tout ça est menacé, il y a une nécessité de lutte. Il y a une nécessité extrêmement forte de lutter. C'est-à-dire, la question, c'est plus je vais lutter. Moi, un des niveaux, ou en tout cas un des espaces politiques sur lesquels je transpose cette pensée-là depuis plusieurs années, c'est les luttes pour le climat. Ça fait plusieurs années que moi, je dis le mouvement climat aujourd'hui en France, c'est encore un mouvement qui est mu essentiellement par une perception théorique de la question du climat, pas encore par une perception affective, incarnée, pas une perception d'expérience. Ça commence à certains endroits, mais... En France, dans les centres-villes, etc., évidemment. À la campagne, c'est pas du tout la même chose. C'est pas vraiment à la campagne qu'il est le mouvement climat, par ailleurs. Mais du coup, vraiment, c'est cette question de à quoi on s'attache et jusqu'où on va dans l'attachement. Et du coup, la réponse au radicalisme rigide, c'est un peu, finalement, et donc je pense qu'un des exemples, une des notions que développe Nick et Carla dans le livre, c'est la question de la confiance, par exemple. C'est dans nos relations de lutte, est-ce qu'on fait confiance a priori? C'est-à-dire, est-ce qu'une nouvelle personne arrive, pour le dire très concrètement, une nouvelle personne arrive dans mon collectif, est-ce qu'on va lui faire confiance et tout de suite on va lui donner des responsabilités, on va lui ouvrir nos portes, etc. Ou est-ce que la confiance se gagne? On vit dans une société dans laquelle la confiance se gagne. Et très souvent dans nos espaces, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Nick et Carla parlent du pouvoir de la confiance et de les possibilités qui s'ouvrent à partir du moment où on construit nos relations en donnant la confiance a priori. Et qu'en soi, donner la confiance a priori, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire, vraiment, encore une fois, une personne arrive et on va lui dire, on ne te connaît pas, on n'a pas besoin de te connaître, on va te donner les clés, on va te dire, ok, tu veux faire ça, tu le prends en charge, etc. Est-ce que tu veux de l'aide? Mais tu veux le faire, on te fait confiance pour le faire. Et ça, moi, je l'ai expérimenté dans certains de mes espaces de lutte, plus rarement que l'inverse, évidemment. Mais quand je l'ai expérimenté, effectivement, j'ai vu que c'était extrêmement puissant. La question de la confiance. Et l'autre dimension, c'est la question de la responsabilité. Ces deux idées-là, Nick et Carla les appellent donc des notions communes. Des notions communes, c'est pas des choses qui peuvent se décider a priori. Pour reprendre l'exemple de la confiance, on ne peut pas dire, alors nous, on fonctionne à la confiance a priori, et puis on l'écrit dans un manifeste et dans une charte ou je ne sais pas quoi. Les notions communes, c'est vraiment une espèce de culture collective qu'on va nourrir et qui ne subsiste que dans la mesure où on la nourrit, que dans la mesure où on la fait vivre, mais on ne peut pas la décider a priori. Donc, cette notion de confiance et l'autre notion, c'est la notion de responsabilité. C'est vraiment cet enjeu de prendre la responsabilité de ce qu'on produit individuellement et collectivement. Et ça, c'est fondamental parce que là aussi, encore une fois, ce texte a été écrit en anglais. Dans les cultures militantes anglophones, on a un terme qui permet de nommer ce qui relève de la prise de responsabilité sur nos actes individuels et collectifs, qui est vraiment un concept politique très important. Parce que on sort de l'idée qu'il y aurait une espèce de neutralité dans nos actions, quoi. On peut tenir responsable et on peut se tenir responsable de ce qu'on produit. En français, on n'a pas de terme équivalent. Au jour d'aujourd'hui, personne n'a trouvé de traduction satisfaisante qui puisse être utilisée au quotidien. Mais ça vient dire aussi le fait qu'on n'a pas des cultures politiques dans lesquelles on considère que ça vient donner de la puissance, que ça vient ouvrir des choses et que ça vient construire, que ça soit, comment dire, oui, que ça soit émancipateur de dire on doit pouvoir être tenu responsable de ce qu'on produit. Et on doit pouvoir prendre des responsabilités. Encore une fois, individuellement et collectivement. Et j'insiste là-dessus parce que ça ne peut pas être qu'individuel, ça doit forcément être collectif aussi.
Je ne sais pas si c'est très clair. Moi, ça m'a donné envie de rebondir tout à l'heure quand tu parlais de la conscience, justement, au tout début, sur cet exemple dans le livre du jeune, donc Carla, qui fait partie, qui a monté une sorte de grande maison de jeunes. Je sais pas si l'équivalent en France serait une sorte de maison de quartier un peu, ou quelque chose de ce type-là, avec enfin, différents Ouais, projets en autonomie, un petit peu, enfin, où les jeunes peuvent être en autonomie, et où un des jeunes, justement, dit enfin, quand Carla lui donne les clés, il dit qu'il a le droit de venir, d'ouvrir la porte, de faire un peu ce qu'il veut. Il est complètement abasourdi, il comprend pas, ça le dépasse un peu, et qu'en fait, il met du temps à apprendre ça, à fonctionner comme ça, et en fait, ça lui fait énormément de bien, quoi. Et enfin, son témoignage est très fort là-dessus. Ça me fait penser voilà, à ces différents tiers-lieux qui sont en train de se monter aussi, où justement, il y a notamment des tiers-lieux jeunesse où des jeunes ont vraiment comment dire, une capacité d'agir justement en toute confiance entre elles. Et voilà, c'est très chouette. Bon, il y a des exemples comme ça qui sont en train de se monter un peu partout, mais je sais que moi, la notion de confiance m'avait beaucoup parlé aussi dans le livre. Et je elle pense que rejoint. je Pardon, te coupe, excuse-moi. mais parce que je pense que ce qui est important sur cette idée-là l'histoire dont tu parles, oui, on pourrait dire maison de quartier ou centre social autogéré, en fait, destiné à des jeunes. Dans l'expérience que raconte, qui est donc une expérience que Carla a vécue, ce que je trouve très intéressant dans cette expérience, c'est que donc, elle utilise cette expérience pour parler du pouvoir de la confiance et de ce que ça produit, etc. Et en fait, là où jusqu'où va l'expérience, c'est donc vraiment ce centre autogéré ou destiné aux jeunes de Vancouver et avec cette idée d'un quartier de Vancouver et avec cette idée que ce sont les jeunes eux-mêmes qui gèrent le centre. Mais en fait, jusque là où ça va, c'est vraiment en fait quand même c'est là qu'on voit la potentialité du truc. C'est que les relations de confiance qui se créent au sein du centre, elles vont à un moment donné déborder le centre, elles vont sortir du centre et que vont se créer des relations de solidarité et d'entraide entre les jeunes qui vont leur permettre de se soutenir quand ils font face à des formes de répression, face à la police, face à la justice, face aux violences intrafamiliales, etc. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que je pense que c'est là qu'on touche en tout cas à ce que Nick et Carla essaient de défendre dans le livre et ce dont j'essayais de parler tout à l'heure sur cette idée de venir nourrir nos relations nos attaches, nos relations d'attachement et nos liens affectifs, c'est vraiment cette idée qu'on ne vient pas les nourrir pour se dire ah on s'aime plus fort, etc. On vient les nourrir pour se dire on va construire nos relations de façon à les extraire de tous les dispositifs construits par ce système qui nous coupent et qui défont nos communautés et qui défont nos capacités du coup à résister à ce qui nous est fait. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Oui, complètement. Et du coup, ça rejoint un autre terme qui est utilisé aussi. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien compris, enfin, si j'ai compris de la bonne manière et si toi tu l'as compris pareil, mais j'ai l'impression que ça se rejoint en tout cas beaucoup, confiance et amitié, puisqu'à un moment donné, il y a tout un passage, et moi aussi, en fait, j'ai sélectionné un petit passage que je voulais lire. Il y a un passage sur l'amitié que je trouve vraiment très chouette et que, comment dire, où ils disent que l'amitié sera révolutionnaire. Enfin, ça, c'est dans un mouvement grec. Bon, je vais prendre le passage et je vais le lire parce que je le trouve très parlant. Euh, Nombre des mouvements et espaces les plus militants et insurrectionnels ont fait de la confiance une partie indispensable de leur capacité à résister à l'Empire et à défendre leur forme de vie insurgée. Par exemple, en parlant des espaces autonomes créés par les anarchistes en Grèce, Tassos Sagris suggère que la principale forme organisationnelle en Grèce est l'amitié. Nous pensons que l'amitié sera révolutionnaire. Des amis très proches et aimantes qui s'apprécient mutuellement, qui passent leur vie ensemble, ils et elles se font confiance. Cela fait partie de l'insurrection. De la même manière, Marina Citrin défend l'idée selon laquelle les groupes qui sont ancrés dans la confiance et l'affect tendent à être plus combatifs. C'est particulièrement vrai dans le cas des lieux de travail repris par les travailleurs et travailleuses en Argentine, et ils et elles réfléchissent directement à ça. Se connaître et avoir travaillé ensemble depuis des années leur a permis de construire une confiance qui s'est avérée utile lorsqu'il a fallu défendre physiquement leur lieu de travail, avec des cocktails Molotov, des lance-pierres, etc. À travers l'Amérique du Nord et au-delà, de nombreux peuples autochtones disent clairement que leur militantisme provient de leur responsabilité à protéger les terres et la vie autochtone, animée par les normativités ancrées que nous avons explorées dans le chapitre précédent. En fait, ça vient résumer un peu tout ce que toi tu viens de dire et que je trouvais chouette parce qu'on y adossait le terme aussi amitié, mais pris dans un autre sens et justement ce que tu expliquais, pas juste
être pote pour être pote, mais bien avec aussi. C'est pas être pote pour avoir un but, mais en tout cas, ça prend un sens plus large et plus complexe, comme le terme de joie d'ailleurs, dont on parlait. Je trouve ça assez chouette. Et alors, du coup, moi, ça voulait me faire rebondir sur une chose, mais c'est parler de toi en fait. Quand tu as eu Joie Militante, enfin, Joyful Militancy entre les mains, qu'est-ce que ça a fait chez toi de découvrir un peu tout ça et qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de pratiquer les luttes? Et aujourd'hui même, par exemple, est-ce que tu vois des différences dans ta manière de lutter ou dans ta manière d'apprécier les mouvements de lutte? Ouais, bah, ça a changé énormément de choses. Du coup, c'est pour ça que je prends un petit temps parce que je ne sais pas si je vais réussir à résumer ce que ça a changé. Évidemment, c'est pas que Joie Militante, même si je pense que Joie Militante, en fait, est venue, mais comme souvent, c'est ce que je dis je crois que je dis dans la préface du livre, c'est souvent les livres, ils tombent. Enfin, moi, j'ai remarqué que dans ma vie, souvent les livres tombaient à point nommé, mais c'est Dis ça dès le normal. début. C'est la première phrase. Il y a des convergences d'idées qui se jouent à moi. En tout cas, disons qu'il y a comme des mouvements de plaques là, qui se font, y compris du Canada à la France, où ben, moi j'étais en train de vivre un truc en moi et j'étais en train d'avancer sur des choses, et puis tout d'un coup ce livre arrive, je suis là, mais oui, c'est ça, c'est ça. Donc bref, du coup, je pense que ce livre, il est tombé à point nommé, et quelque part, il est venu pour moi outiller il est venu m'outiller à des endroits où c'était déjà en transformation chez moi. C'était déjà voilà. Donc, La Militante, je l'ai lu à un moment où j'avais quitté la ville, où j'expérimentais la vie collective. Aujourd'hui, j'ai fait du chemin dans cette vie collective et comment je l'imagine, etc. Mais je pense que parmi les nombreuses choses que ça c'est venu un peu affermir chez moi, ou en tout cas, je dirais pas asseoir, mais en tout cas solidifier chez moi, il y a vraiment cette question des attachements. La question que j'explorais déjà un petit peu dans Lutter ensemble, des émotions dites négatives, ou en tout cas de comment la reconnaissance du deuil, le fait de partager la tristesse, le deuil, la colère, etc., de trouver des façons de partager ces émotions négatives, dites négatives en tout cas, parce qui sont des émotions qui nous habitent de toute façon dans cette époque particulière encore plus, mais comment le fait de partager ces émotions-là dans la lutte et de vraiment les reconnaître, les ritualiser, etc., c'est une façon de construire des dynamiques de lutte qui sont à l'inverse de ce qu'une culture patriarcale, viriliste, etc., voudrait nous faire croire, c'est-à-dire que en fait, c'est pas bien d'être triste, c'est pas bien d'être faible, c'est pas bien d'être je sais pas quoi. À l'inverse, ça vient construire de la solidité parce que ça vient construire de la communauté. Et je pense que ce que Joie Militante, pour moi, a un peu à la fois renforcé et puis un peu pavé en termes de réflexion et du coup de processus dans ma vie et dans mes pratiques de lutte, c'est vraiment cette question de, on pourrait l'appeler communauté, on pourrait l'appeler territoire, en tout cas de l'ensemble relationnel au sein duquel moi j'habite, j'évolue, je vis, j'existe, et de la façon dont je rends cet ensemble d'attachements politiques. Et comment est-ce que la lutte, pour moi, finalement, elle se joue à cet endroit-là. Parce que je crois que c'est l'endroit dans lequel j'arrive en fait à mettre au travail une variété énorme de questions politiques. Et que je ne crois pas que jusque-là dans ma vie, j'arrivais à le faire de cette façon-là. Et encore une fois, il y a aussi cette question de l'ancrage, par exemple, j'ai milité beaucoup autour des questions climatiques. J'ai travaillé autour des questions climatiques, mais d'une façon beaucoup plus déconnectée à l'époque où j'habitais en ville, alors qu'aujourd'hui, en étant revenue dans la campagne où je suis née, où j'ai grandi, et en étant complètement prise avec ce qui est devenu cet endroit, à quel point il a été saccagé, mon rapport au climat, mais je dirais plus généralement, mon rapport à la destruction du vivant, il est largement plus empreint et de deuil, et de tristesse, et de colère, mais aussi de détermination. Donc voilà, c'est tout ça que c'est venu travailler. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je ne veux pas être trop longue, donc voilà. Mais c'est pas trop long, moi je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment un livre peut t'impacter, et pas seulement un livre, mais aussi des idées, et comment ça peut t'impacter sur des luttes, parce que c'est aussi tout l'intérêt. Enfin, nous, en tout cas, aux éditions du commun, c'est aussi pour ça qu'on édite des livres. C'est pour que ça fasse aussi bouger les choses de cette manière-là, donc on est assez content. Je sais que ce livre, en plus, est quand même très bien traduit. Que je remontre quand même le livre qui est affiché sur la vidéo, mais c'est un livre qui est très bien traduit et
nous a toutes et tous fait du bien, nous a parlé alors à chaque personne d'une manière différente en fonction de ses expériences, mais en tout cas c'est un livre qui parle et tous les retours qu'on a eus, c'est vrai qu'ils sont toujours très positifs et c'est un livre qui a l'air de faire du bien. Et c'est, bon, je reviens sur ce que tu disais, mais c'est vrai que quel que soient les parcours de militants, à chaque fois on sent que les personnes le disent régulièrement qu'elles attendaient ce livre avec impatience et que c'était un peu une respiration quoi, que de pouvoir le lire parce que ça amène des concepts ou des idées qui n'étaient pas forcément développées ou en tout cas pas de cette manière-là et qui viennent voilà, re-questionner aujourd'hui, surtout aujourd'hui où les luttes sont de plus en plus importantes, c'est pas dire qu'elles n'ont pas été importantes avant, mais on vit des situations quand même de crise assez compliquées sur dans plein de situations, sur plein de plans différents. Et comment, voilà, comment re-questionner tout ça, c'est ce ce que tu disais, et c'est la trame de fond du livre et la trame de fond de notre discussion là, de ce soir, mais c'est comment on fait pour ne pas arrêter de discuter autour de ce sujet-là et de se questionner autour de la joie, de remettre de la joie, de défaire le radicalisme rigide, comment on essaie de détricoter constamment tout ça pour avancer, même si on a des luttes qui sont difficiles à mener à côté. Et pour ça, ce livre, je trouve, est quand même, voilà, c'est un livre de chevet important. Je sais pas si voilà, tu as un mot à rajouter sur ma longue tirade. Non, mais je pense que bah, je vais dire un truc que je dis souvent, mais parce que j'y tiens, mais c'est que on produit énormément de textes. On produit énormément de textes théoriques aujourd'hui qui nous disent ce contre quoi, qui cherchent à analyser, et c'est important, ce contre quoi il faut qu'on lutte, mais on produit quasiment pas de textes sur comment est-ce qu'on peut lutter et qu'est-ce que nos luttes peuvent produire. Et ça, c'est un problème, c'est un vrai problème. Et pour moi, une des raisons pour lesquelles ça se passe comme ça, c'est notamment parce qu'on est dans une culture, alors on va dire blanche et patriarcale, qui, je ne vais pas pouvoir le développer ici, mais qui place la question de la théorie et la question d'un rapport au monde détaché de l'affect, en tout cas qui place un rapport au monde détaché de l'affect et donc un rapport théorique largement au-dessus, qui valorise ça et qui plutôt va avoir tendance à dévaloriser toute pensée, toute proposition qui va partir de la question des affects ou qui va s'intéresser à la question concrète du comment on fait pratiquement pour lutter. Et bon, pour moi, du coup, il y a vraiment quelque part une réponse. C'est aussi une réponse anti-autoritaire, en fait, que d'aller poser ces questions-là. Et notamment, je le dis en tant que meuf, mais je pense qu'il y a plein d'autres positions sociales depuis lesquelles on pourrait dire des choses similaires. Mais en tant que meuf qui milite depuis un moment, moi, à un moment donné, ça a été un soulagement que de dire et de reconnaître qu'en fait, moi, j'avais besoin de m'outiller sur cette question concrète des pratiques de lutte. Comment est-ce qu'on construit des communautés de lutte? Comment est-ce qu'on construit des luttes qui durent? Comment est-ce qu'on construit des luttes qui sont massives? Comment est-ce qu'on acte que ce n'est pas des choses qui arrivent magiquement parce qu'un jour, on a tenu le bon discours sur le capitalisme? Et j'ai l'impression qu'on est quand même encore un peu dans cette idée-là, qu'un jour, on va dire des choses suffisamment puissantes sur le capitalisme, le racisme, le patriarcat ou que sais-je, que derrière, ça va générer magiquement des centaines de milliers de personnes dans la rue. Mais ça ne marche pas comme ça. Et surtout, quand bien même, magiquement, on a des centaines de milliers de personnes dans la rue parce que le gouvernement a fait une énième connerie, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça dure? Comment est-ce qu'on fait en sorte de prendre la rue, de construire des actions, des formes d'occupation, etc., qui vont faire que le mouvement dure et ait des impacts? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des mouvements qui s'essoufflent, qui vivent des répressions hyper dures et qui n'ont pas les impacts escomptés. En tout cas, qui n'ont plus les impacts escomptés, ou en tout cas plus des façons qui pouvaient fonctionner avant. Donc ces questions-là, elles sont primordiales, elles sont fondamentales et pour autant, elles sont beaucoup trop peu posées. Donc moi, je pense que, évidemment, ça me paraissait hyper important de traduire ce texte, mais je crois que mon espoir, c'est aussi que dans les années à venir, ces questionnements-là, ils deviennent beaucoup plus, enfin, qui se répandent, qui se massifient, qu'on écrive plus de livres là-dessus et qu'on trouve des solutions. Et ça ne veut pas dire que ce sera des solutions pour tout le monde et que ça sera des solutions pour toujours, mais en tout cas qu'on reconnaisse qu'on a besoin de réfléchir à comment est-ce qu'on fabrique des insurrections victorieuses, quoi. Voilà. Carrément. Merci Juliette, c'était un chouette mot de fin, je trouve. C'était un Je me très suis un chouette peu mot de fin. enflammée. Comment c'est parfait, du coup. C'est très bien. C'est très bien, une joie enflammée, du coup.
Non, non, mais merci beaucoup Juliette. C'est vrai que je pense on va s'arrêter là, mais j'aime bien l'idée qu'on puisse conclure sur cette, euh, sur cette flamme victorieuse, des insurrections victorieuses. J'aime beaucoup. Pour rappel, j'étais très content en tout cas moi de pouvoir discuter avec toi de Joie militante. C'était très chouette. Moi Et, aussi. euh, et encore une fois, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Et donc, en tant qu'éditeur, quand on doit lire un livre, on le lit plusieurs fois. On doit voilà, travailler à la réécriture. C'est une traduction en plus, donc c'est pas simple. Même si ce travail a été hyper agréable. Justement, ça a été très chouette parce que c'est un livre qui m'a beaucoup plu et j'ai vraiment adoré, moi, travailler dessus, quoi. Et donc ce livre, eh bien, il est en vente dans toutes les librairies, il est aussi sur notre site internet et on trouve également les deux dernières publications, Se faire virer de Manon Delattre et Où sont les gens du voyage de William Hacker. Et on va essayer de tenir justement un rythme de vidéo comme celle-ci en live avec nos autoristes sur leurs livres pour pouvoir présenter les livres, mais aussi aller un peu plus loin, des sujets qui sont autour du livre et qu'on ne peut pas lire. Donc voilà, ces discussions peuvent permettre ce genre de choses. Donc on va essayer de poursuivre dans cette lignée. Voilà, et bien en tout cas, bonne soirée et encore merci à toi Juliette. Merci, bonne soirée.